Salutations fraternelles, chers compatriotes, chers frères et sœurs. Connectez-vous et partagez, partagez. Depuis un moment donné, Facebook et l'ensemble des autorités concernées ont restreint l'impact notamment de ma page Facebook. Et il est évident que ce n'est que par beaucoup de partages qu'on peut arriver notamment à toucher beaucoup de monde. C'est justement la stratégie qui est dorénavant adoptée compte tenu de l'impact médiatique et, si vous voulez, de la mobilisation que nous avions réussi ensemble à travers ces combats et amorcés pour la récupération de notre patrimoine, la couverture médiatique et l'impact que cela a suscité auprès du grand public de partout d'ailleurs, toutes catégories confondues, tout peuple et tout race confondues. Donc il y a des décisions notamment sécuritaires qui ont été prises. Vous remarquez qu'à chaque fois que je suis en direct dans un musée, les directs est toujours supprimé. Je pense que vous l'avez remarqué déjà 2 ou 3 fois, les directs est toujours supprimé. Ce sont les vidéos enregistrées que l'on reprend par après. Donc partagez, partagez et connectez-vous parce qu'il est important que l'on sache ensemble qu'est-ce qui se passe, que l'on puisse... bonsoir, bonsoir Abou, pour que nous puissions ensemble analyser et être déjà préparés à ce qu'il en est et ce qu'il en sera les jours à venir. Donc nous étions en procès. Aujourd'hui, 3 décembre. Je voudrais préciser que c'était une comparution immédiate. Dans une comparution immédiate, le verdict est rendu sur place. C'est d'ailleurs même la nature et le principe de la comparution immédiate. Mais, chose étonnante, le verdict sera rendu les 17 prochains, les 17 décembre à 13h30. Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, commençons tout d'abord par ce qui tramait aujourd'hui et ce qui était préparé aujourd'hui à mon encontre. Quand je suis arrivé au tribunal, aujourd'hui, quand je suis arrivé au tribunal, vous avez vu un direct où j'ai été bloqué pendant au moins 45 minutes à 50 minutes. Mon avocat a décidé d'écrire officiellement au greffe et au tribunal pour dénoncer et demander des explications par rapport à ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé, j'étais accompagné de 3 camarades qui étaient avec moi. Les 3 camarades se sont vus contrôler la routine, comme vous le savez. D'ailleurs, eux, ils sont venus assister au procès. Ils m'accompagnaient. Et on les a fait passer. Toutes les personnes qui venaient passer. Je poserai la question, pourquoi vous faites passer tout le monde? Non, les autres ont des convocations, les autres, on a vérifié. Alors, mes frères, eux, n'avaient pas de convocation. On a vérifié. Ils sont passés. Moi qui avais la convocation, c'était tout un problème. Mon avocate a dû descendre pour venir, notamment, brandir la convocation en question et même les documents de l'instruction d'aujourd'hui. Rien n'y était fait. Rien n'y était fait. Ils ont continué à tramer, à passer des coups de fil de gauche à droite. Et quand il a passé son coup de fil, il est revenu vers son autre collègue, c'est-à-dire le haut gradé, il est revenu vers son autre collègue pour récupérer ma carte d'identité. Il a insisté à 2 fois. Où est sa carte d'identité? Où est sa carte d'identité? Et pourtant, l'autre l'avait déjà, ma carte d'identité, ma carte des résidents. L'autre l'avait déjà, mais le plus gradé, le haut gradé, est revenu pour répondre à ça après avoir passé le premier coup de fil. Il repasse le 2e coup de fil. Il repasse le 3e coup de fil. Il revient vers moi. Il me dit, bon, je vais voir avec ton avocat. S'il me montre le document, c'est bon. Il va vers mon avocat. L'avocat montre le document et dit même que la première affaire est déjà instruite. On nous attend là-bas. Or, c'était encore une esquive de sa part. Il a fini par quitter l'avocat et revenir vers moi. Et il n'a pas toujours remis ma carte d'identité. On m'a bloqué pendant 45 minutes là et les appels s'est passé de partout. Alors, les événements qui ont entouré la journée d'aujourd'hui, rappelez-vous que lorsque nous étions appréhendés ou arrêtés, si vous voulez, au musée du Louvre, le camarade Kailou qui m'accompagnait, nous avons été arrêtés nous deux, nous avons passé la garde à vue, et le 2e jour de la garde à vue, 3e jour, donc on a passé 48 heures, le 3e jour, lui a été chassé du commissariat. Il a été chassé du commissariat
Et vous avez vu, aujourd'hui j'ai comparu seul. Il n'était pas là. Il n'est pas prévenu. Il n'y a aucun procès à son encontre. Justement, le moment où on l'a chassé du commissariat, Manu Militari en catimini, j'ai été conduit notamment vers le chemin qui m'a conduit à Fleury-Mérogis. On voit aisément l'esprit qui a entouré cela était de bien vouloir me maintenir en prison et notamment d'aller dans ce sens. Ceux qui ont assisté aujourd'hui au procès peuvent en témoigner, ont vu l'acharnement. Je précise, même l'avocate a pris soin notamment de signifier cela. L'acharnement autour de ma personne, non pas par rapport à l'acte en soi qui constitue un délit ou un crime, mais par la volonté qui m'anime de continuer, ils veulent à tout prix me condamner, au-delà du droit, surpassant le droit, parce que la preuve matérielle qui peut constituer ou caractériser le vol est inexistante. Tous les avocats même qui étaient dans la salle, unanimement, quand ils ont vu l'avocat après, sont allés dans ce sens-là. Donc il y a eu une volonté, notamment, de pouvoir me condamner. Ils ont insisté à plus d'une fois. Il faut les condamner. Voilà l'allusion qu'ils ont fait. L'avocat du Quai Branly demande au tribunal, est-ce que devons-nous mettre toutes les œuvres d'art et tous les objets dans des cercueils en verre parce que M. Diabanza existe? Donc, si on ne doit pas tout mettre en verre comme lui c'est un danger, la seule façon de l'arrêter, il faut qu'il aille en prison. C'est ce qu'ils ont dit indirectement au tribunal. Non pas parce qu'il commet des délits, non. Parce que vous savez qu'avec le même fait, le même geste, le même discours, nous avons été relaxés à Marseille. Mais c'est justement parce qu'il y a eu une volonté aujourd'hui de me faire taire. Pourquoi me faire taire? Si l'on suit la trame de réflexion qui a été développée par la partie adverse, ils sont en train de se plaindre pour dire que l'image du musée du Louvre et du musée de Quai Branly ont été ternies. Parce que l'affaire ou l'action qu'on a portée a eu une résonance mondiale et planétaire. Et d'ailleurs, les musées de Louvre a eu une résonance internationale et mondiale, ce qui fait que cette double coïncidence a terni l'image du musée. Et que le fait que j'ai décidé d'aller dans ce sens constitue en soi notamment un moyen de pouvoir, si vous voulez, inciter, voilà le mot qui a été utilisé, inciter à beaucoup de personnes et à beaucoup de gens d'aller dans le même sens. D'ailleurs, c'est ce que dit le traité que nous avons publié. Alors il faut que, je pense que les avocats de la partie adverse doivent refaire le cours du droit et notamment de la compréhension des institutions. Lorsqu'un homme politique écrit une loi, d'abord on appelle ça une proposition de loi. Dans le traité qui est publié par nous, nous avons dit extrait. Justement, c'est pour amener toutes les intelligences et toutes les parties d'amender, de discuter, et après, nous allons décider ensemble. La preuve, sur ces documents, il n'y a pas nos signatures. Tout le mouvement, les personnalités, les associations, les familles, les clans, le peuple qui sont derrière, nous n'avions pas encore apposé nos signatures parce que tout est en train d'être discuté. Donc ça, c'était une ébauche, une proposition de loi qui va intégrer notamment notre arsenal juridique que nous voulons amener auprès du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour obtenir sur le plan politique une résolution contraignante qui va contraindre notamment les gouvernements de pays occidentaux de restituer ce qu'ils ont pris de force. Parce que ça, c'est ce que recommande le droit. D'ailleurs, nous l'avions rappelé, la résolution onusienne 2347 avait déjà déploré et condamné le fait que le bien culturel soit pillé, volé, surtout en temps de guerre. Or, on le sait bien que la colonisation et l'esclavage étaient notamment des temps de guerre. Parce que les contextes et les déroulés des crimes, des viols, des tueries en masse, des militaires présents, des confrontations entre les guerriers résistants africains et notamment les militaires du monde occidental, les décors étaient plantés pour que l'on puisse parler des guerres. Et c'était une guerre. C'est dans ces contextes-là que la résolution 2347 qui a été adoptée au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies en 2016 est allée. D'ailleurs, cette même résolution est remontée 20 ans en arrière pour condamner les destructions de biens culturels qui se sont passées notamment en Irak, lorsque les GIs et les Marines américains ont envahi l'Irak pour renverser le régime du président Saddam Hussein et notamment piller les biens culturels de ces peuples. Ce qui d'ailleurs démontre
que le pillage systématique de nos œuvres d'art rentre aussi dans le cadre de cette résolution 2347. Or, la résolution en question, dans son introduction, fait mention de la Convention de Paris sur le patrimoine, la Convention de 1970. Et cette Convention dit clairement, nous l'avions répété au tribunal, les musées, les bibliothèques, les archives doivent veiller à ce que la constitution de leur collection respecte ou soit en conformité avec les valeurs ou si vous voulez les critères moraux universellement reconnus. Vous et moi, est-ce que le viol fait-il partie des critères de moralité universellement reconnus? Est-ce que la décapitation des autorités, des résistants africains, fait-il partie notamment des critères moraux universellement reconnus? Est-ce que le massacre, le pillage qui a eu lieu pour que nos œuvres se retrouvent dans des musées occidentaux européens, font-ils partie notamment des critères acceptés et universellement reconnus sur le plan moral? Non. Donc, nous l'avions rappelé, parce que il aurait fallu que la peste et le discrédit que le musée de Louvre cherche à jeter contre ma personne et le musée de Quai Branly soient d'ores et déjà tournés contre eux-mêmes. Parce que c'est eux qui n'ont pas respecté notamment l'esprit et la lettre de la résolution 2347 et en ricochet de la Convention de Paris sur le patrimoine. Parce qu'ils n'ont pas veillé à ce que leur patrimoine, leur collection notamment, ne soit pas constituée de œuvres qui ont été prises dans des circonstances qui ont bafoué notamment les critères moraux universellement reconnus. Voilà ce que nous avons pu rappeler. Et aujourd'hui, les deux tendances, ceux qui doutent encore de la volonté véritable du gouvernement et de l'État français de me faire taire et d'aller outre le droit, je précise, parce que ceux qui étaient dans la salle l'ont remarqué, ils sont revenus à charge à plus d'une fois. Le seul moyen pour l'empêcher d'agir, soit c'est d'enfermer toutes les œuvres qui sont dans des musées, dans des cercueils en verre, ou d'enfermer monsieur Diabanza. Moi, Zulu Diabanza doit être enfermé pour que le musée de Quai Branly et de Louvre continue notamment à exercer leur sale besogne. Leur sale besogne qui constitue notamment à exhiber, à exposer tous nos œuvres d'art, d'ailleurs, qui ont été prises de façon illicite et illégitime. Voilà, mes chers compatriotes, déjà d'entrée, c'est qu'en étaient les enjeux. Aujourd'hui, il a été décidé que moi, Zulu, devrait aller en prison. Je vous l'informe. Et c'est ça, parce que quand la gendarmerie a commencé à fouiller, je vous précise moi j'avais une convocation. J'ai été convoqué aujourd'hui. C'est connu de tous. Ceux qui sont venus m'assister sont passés. Les autres personnes qui avaient d'autres procès dans d'autres salles, dans d'autres chambres, sont passées. Moi, j'y suis resté. Et les hauts gradés a insisté à plus d'une fois sur ma carte d'identité. Et l'avocate, quand elle est descendue, elle a justement, elle s'en est pris à eux et elle a fait, comme je vous disais, elle a saisi le tribunal de façon notamment directe. Ce qui démontre que il y avait un mécanisme qui était mis en place. Aujourd'hui, je voudrais rendre encore hommage et merci aux frères et aux sœurs qui étaient présents et présentes. Parce que cette présence, notamment comme on le sait toujours, c'est la seule arme qu'on a apaisée. Un grand merci encore à notre avocate, Maître Olivia, parce que ce qu'elle a fait aujourd'hui magistralement, elle a su démontrer que s'il ne s'agira que du droit, moi Zulu sera relaxé comme il a été avec tous les camarades à Marseille. Mais s'il s'agira d'une injonction politique, et c'est l'occasion pour moi de vous informer que Madame Roselyne Bachelot, à qui le musée des Quai Branly de Louvre ont demandé l'orientation à prendre, qu'est-ce faut-il faire par rapport à cette action, a donné des injonctions claires. D'ailleurs, c'est elle qui a fait taire la quasi-majorité des médias. Parce que c'est écrit même, si vous voulez, dans le résumé de l'affaire, dans les documents ou les dossiers qui est la partie adverse dans leurs conclusions qu'ils nous ont remises. Donc, on voit qu'ils ont sollicité la même politique. Alors, s'il ne s'agira que du droit, je serai acquitté. Mais s'il s'agira notamment des injonctions politiques et de cette volonté qui, aujourd'hui, a été mise à nu de vouloir me faire taire, là, nous irons vers la condamnation. Donc voilà ce qu'il en était, ce qui était prévu aujourd'hui. Parce qu'il était prévu, vous savez que j'étais mis en détention, je suis allé à Ferry-Mérengis.
j'ai été libéré suite notamment à l'impact médiatique qu'il y a eu et à votre mobilisation. La mobilisation que vous aviez faite de partout, au même moment, de façon unanime, pour venir réclamer votre frère. Et c'est ce qui a fait basculer notamment la décision du juge qui a décidé en ce moment de me laisser en liberté. Et par après, il y a aujourd'hui cette volonté qui a été manifestée aujourd'hui quand je suis arrivé, d'où je passais au moins 45 à 50 minutes, m'interdisant d'aller dans ce sens, d'aller vers notamment même la chambre là où j'étais convoqué, parce qu'il y avait déjà un mécanisme qui était mis en place, d'où on devait confisquer ma carte d'identité. C'est-à-dire ma carte de résident devait être confisquée, et c'est ça qui tramait entre les gendarmes et notamment la hiérarchie, comment procéder. Donc, je veux déjà vous informer qu'il y a cette mesure qui a été enclenchée, déclenchée à mon encontre, de me ravir ça là, et après la suite, vous la connaissez. Donc, voilà, pour que les gens comprennent les enjeux qu'il y a derrière ces combats, et que aujourd'hui, nous étions face à près de 5 avocats. Musée de Quai Branly, Musée de Louvre et l'État français. Ils se sont notamment constitués en partie civile pour démontrer qu'ils étaient le comble propriétaires de ce qu'ils ont volé et pillé. Alors que leur président reconnaît par un tweet qui a été notamment mis à la disposition du tribunal par notre avocate, où leur président reconnaît que les œuvres d'art africaines et autres sont en prison dans des musées européens. C'est de prison. Nous allons dorénavant utiliser ces termes-là de prison, où nos œuvres sont emprisonnées. Parce que leur président est allé dans ce sens, qui d'ailleurs doit être considéré, selon eux, comme le propriétaire numéro 1 ou le chef de tous ces patrimoines pillés et volés. Voilà, mes chers compatriotes, l'enjeu qu'il y a, notamment derrière ça. Aujourd'hui, comme je le disais, quand il y a comparution immédiate, c'est aujourd'hui qu'on rend le verdict. Chose curieuse, le verdict sera rendu le 17 décembre dans la même chambre, 23e chambre, à 13h30. Donc, on sera là. Et il faut que ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui seront libres puissent être là. Nous ne pouvons plus lâcher. Parce que du moment où ils avaient réussi ce jour-là de chasser le frère Kayilu et de me prendre, vous avez vu la suite. Et aujourd'hui, si d'ailleurs il n'y avait personne, quand ils m'ont arrêté là, quand ils ont voulu confisquer la carte d'identité, moi je sais ce qui allait se passer. Le mécanisme qui était prévu, pourquoi ils allaient récupérer ça, quel argument ils allaient avancer, et quand j'allais être dans la salle, ce qui allait être décidé aujourd'hui, c'était une autre décision. C'est justement cette présence de nos compatriotes, de nos frères et sœurs, mais aussi le travail remarquable de notre avocate qui a su aujourd'hui effacer notamment ces arguments-là fallacieux et faire ressortir la volonté acharnée du musée du Louvre, de Quai Branly et de l'État français de me faire taire. Pour eux, le seul moyen de me faire taire, il y a deux solutions. D'où l'on met toutes les œuvres dans les verres, dans les cercueils en verre, comme on ne peut pas le faire, donc il faut faire arrêter Mwazulu Diabanza. Voilà, mes chers compatriotes, un peu ce qu'il en est de ces procès. Ces procès est en train de remettre en question la longue et pénible histoire vécue par notre peuple sur le plan de la colonisation, sur le plan de l'esclavage. Nous sommes en train de remettre en question tout ce qui a été pillé en Afrique. Vous savez, la liste est longue de biens et de patrimoines qui ont été pillés en Afrique. Et de par ces mouvements, de par ces combats avec le Front multiculturel anti-spoliation, pour lequel je vous demande encore de rentrer, parce que nous avons décidé de boucler la boucle avec les actions de diplomatie active pour le territoire français. Parce que nous avons atteint un objectif jusque-là de pouvoir sensibiliser hautement l'opinion publique internationale et mondiale et les dirigeants de l'hémisphère occidental, mais aussi de l'Afrique. Nous irons dans une approche qui est très politique avec le FMAS pour faire d'autres types de mobilisation et de pression qui vont justement contraindre à ces pays-là et à ces États de restituer tout ce qu'ils nous ont pris de force. Car c'est ça que réclame l'éthique. Mais nous sommes toujours et nous resterons conduits par notre philosophie qui nous conduit, qu'on ne demande pas la permission et l'autorisation à un voleur pour récupérer ce qu'il a volé. Ça, c'est la pensée qui nous conduit et qui anime notamment, si vous voulez, notre action en ce qui concerne la restitution. Nous avons lancé ces traités de restitution pour lesquels d'ailleurs ils nous ont attaqués aujourd'hui. Ces traités, nous demandons l'intelligence et l'implication de tout un chacun afin que ces traités soient amendés et que par après qu'ils soient paraphés.
Donc, il faut donner du contenu aux messagers. Qui sont ces messagers? Qui sont ces personnes-là, notamment qui seront appelées messagers après que notre démarche va aboutir. Parce que quand on parle des traités de restitution, on reconnaît qu'il y a l'autre partie qui détient notamment notre patrimoine, avec laquelle nous serons appelés à un moment donné à trouver des mécanismes d'où ils accepteront le principe de la restitution immédiate et inconditionnelle, et d'où nous allons garantir à l'humanité notre volonté affirmée, notamment de pouvoir permettre non seulement au peuple d'Afrique et à tout le peuple de bénéficier de bienfaits de cette œuvre, de ces arts-là et de ces patrimoines. Mes chers compatriotes, nous sommes dans l'attente de l'appel qui a été interjecté pour le procès du Quai Branly du 30 septembre. Là, nous sommes dans l'attente du verdict qui sera rendu. Notamment, nous avons appris aussi que le parquet a fait appel à Marseille parce que pour eux, il fallait cette condamnation aussi de la ville de Marseille pour qu'ici, la ligne continue dans ce sens des condamnations en matière de prison. Donc, nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire. Chacun de nous doit à un niveau ou à un autre s'impliquer dans la lutte pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique. Parce que pour nous, il faut reconstruire l'édifice culturel de l'Afrique. Il faut redorer les blasons ternis de notre image et de notre culture. Ce qui nous permettra d'avoir et de répondre confiance en nous et d'aller dans ce sens. Ces combats ouvrent progressivement la voie au combat politique, économique, sécuritaire et financier. Ça, je peux vous le garantir. Mais nous avons commencé dans ça. Nous nous sommes lancés dans ça pour justement aller dans la mesure de la récupération de ce qu'il en était. Aujourd'hui, nous avons déjoué le mécanisme où, si vous voulez, tout ce qui a été organisé aujourd'hui, il était prévu aujourd'hui que je sois condamné, que j'aille en prison. Ce n'est pas compréhensible que vous convoquez quelqu'un et que vous mettez à l'entrée des gendarmes qui sont censés trouver des mécanismes de m'empêcher de rentrer et de confisquer ma carte d'identité. L'avocat descend avec la convocation. Ils ont fait mine de ne pas voir cette convocation. Ils ont continué à tourner avec téléphone à la main pour demander d'ici et là. Et arrivé là, ça s'est matérialisé avec notamment la démarche des avocats de la partie adverse qui unanimement sont allés dans le sens de vouloir que le seul chemin, c'est la condamnation. C'est la question qu'on avait posée. Est-ce que Zulu Diabanza doit-il aussi faire 27 années de prison comme les combattants de l'ANC, Nelson Mandela et autres, et devenir président de la République pour que la France consente à restituer cela? Parce que c'est carrément dans cette optique-là qu'ils sont en train d'aller. Ils disent qu'il faut l'arrêter. Et s'il continue, il faut des lourdes peines encore. Donc justement, si on continue, on pourra aller dans le sens de Nelson Mandela. Parce que c'est le prix qu'avaient payé nos camarades sud-africains après des demandes répétées pour que la France consente notamment à restituer tout ce qu'ils ont volé. C'est après que Nelson Mandela a fait 27 ans de prison et est devenu président de la République pour peser de tout son poids pour que le reste et les parties génitales de la Vénus autantote Saraj Batman soient restituées à la nation sud-africaine. Est-ce que devons-nous aller dans ce sens? Parce que c'est ça qu'ils sont en train de répéter continuellement et constamment, d'ailleurs tout au long du procès de cet après-midi. Alors je ne serai pas long, j'ai voulu juste vous dire que pour ceux qui doutent encore, il y a tout un mécanisme qui a été mis en place pour me retirer la carte d'identité, pour m'arrêter et me condamner aujourd'hui. Nous l'avons déjoué avec notre présence et notamment avec le travail remarquable de notre avocate. Unité, dignité, courage. Le 17 décembre à 13h30, tribunal des grandes instances de Paris, porte de Clichy, 23e chambre. Nous y serons pour justement aller entendre ce qui s'y sortira de là. Est-ce que ça sera la voix du droit qui sera entendue ou les injonctions politiques qui viennent d'ici et là? Notamment, ici, j'engage la personne de Roselyne Bachelot parce que son nom figure notamment dans les conclusions qui ont été données, la démarche qui a été faite par des musées qui sont allés vers elle pour demander qu'est-ce qu'il faut faire. C'est elle qui appuie notamment la plainte, c'est elle qui appuie la démarche, c'est elle qui appuie les silences et l'omerta au niveau de médias, c'est elle qui appuie tout. Et nous dénonçons cela. Nous dénonçons cela, mais nous sommes prêts à faire face et à faire front pour justement obtenir justice parce que nous irons jusqu'au bout pour la restitution immédiate et inconditionnelle de notre patrimoine. Unité, dignité, courage, je vous remercie. Merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont présentés aujourd'hui et on continue la mobilisation et je vous demande de rejoindre le front multiculturel anti-spoliation
Nous sommes dans différents pays et dans différentes villes. Pour Paris, vous avez vu, c'était publié. Donc, dans chaque ville, il y a un porte-parole. Porte-parole qui conduira notamment et qui représentera une représentante et un représentant qui vont conduire cela. Nous sommes dans des pays, non seulement dans des capitales, mais aussi à l'intérieur de pays, dans des provinces. Vous êtes en train de voir progressivement des affiches. Prenez ces affiches-là, partagez et faites passer le message et manifestez votre disponibilité, votre volonté de nous rejoindre dans ce sens-là, parce que nous entrons dans une phase d'où nous avons bouclé la boucle avec l'approche de la diplomatie active pour mettre en place ce que vous verrez dans les jours à venir, qui va commencer notamment à secouer encore les États prévaricateurs, voleurs et receleurs, qui va commencer notamment à bousculer les consciences, parce que depuis ces actions-là, jusqu'à preuve du contraire, les personnes qui vont maintenant dans des musées se posent des questions, les consciences s'interrogent sur le bien fondé de la présence de ces œuvres-là ici dans des musées européens, les consciences s'interrogent sur les contextes dans lesquels ces œuvres-là ont été pillées, sur les crimes qui ont été commis. Est-ce que devons-nous nous taire? Est-ce que devons-nous être indifférents? Ces actions-là ont permis aujourd'hui à ces musées aussi d'aller à la va-vite pour commencer des restitutions en catimini d'ici et là. Alors, mes chers compatriotes, le Front multiculturel anti-spoliation vous convie tous et vous invite à aller dans ce sens, d'adhérer, et suivez-nous les jours à venir parce que l'actualité sera chaude et ça va secouer politiquement dans ces pays au nom notamment de la restitution immédiate et inconditionnelle de notre patrimoine. Unité, dignité, courage.